Certaines enquêtes commencent par une scène de crime, d'autres par la découverte d'un corps, celle-ci commence par une absence. Le dimanche 29 juillet 2018, une Française de 36 ans quitte son hôtel de Nikko, au Japon. Elle ne sera jamais revue. Aucun appel à l'aide, aucun témoin de sa disparition, aucun indice permettant d'expliquer ce qui s'est passé. Près de 8 ans plus tard, personne ne peut encore expliquer ce qui est arrivé à Tiphaine Véron. Comment une femme peut-elle disparaître en pleine journée, dans une ville touristique, sans laisser la moindre trace? Ce dimanche-là, rien ne semble distinguer cette journée des précédentes. Elle quitte le Turtle INN pour visiter Nikko, une excursion ordinaire comme des milliers de touristes en entreprennent chaque année. Pourtant, elle ne reviendra jamais. Depuis les recherches de terrain, les témoignages, les expertises et les analyses techniques n'ont jamais permis de reconstituer avec certitude les dernières heures de son parcours. Au fil des années, l'enquête a évolué. Certaines certitudes ont été remises en question, de nouvelles expertises ont été réalisées, des éléments longtemps considérés comme acquis sont aujourd'hui discutés. Pour comprendre pourquoi cette affaire demeure l'une des disparitions françaises les plus énigmatiques survenues à l'étranger, il faut reprendre le dossier depuis le début. Suivre chacun des déplacements connus de Tiphaine, examiner les faits établis, confronter les hypothèses aux éléments de l'enquête et comprendre pourquoi, près de 8 ans plus tard, personne ne peut encore dire avec certitude ce qui lui est arrivé. Bonjour à tous, c'est Lily. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais simplement rappeler une chose qui me tient à cœur. Les commentaires sont un espace d'échange et de discussion. Vous êtes évidemment libre de partager votre analyse, votre point de vue ou vos interrogations. Les accusations sans preuve, les insultes, les messages diffamatoires ou les rumeurs, présentés comme des faits, n'ont pas leur place ici et seront supprimés. L'objectif de cette chaîne est de comprendre les enquêtes en nous appuyant sur des faits vérifiés et de rendre hommage aux victimes avec sérieux et respect. Merci à toutes celles et ceux qui contribuent à faire de cet espace un lieu d'échange constructif. Je vous souhaite un bon visionnage. Avant de chercher à comprendre ce qui est arrivé à Tiphaine Véron, une première question s'impose. Qui est-elle? Dans toute enquête sur une disparition, les premières investigations ne portent pas seulement sur les lieux ou sur les horaires, elles commencent aussi par la personne disparue. Sa famille, ses proches, ses habitudes, son mode de vie. Car comprendre qui était Tiphaine permet de mieux comprendre ce qui a pu lui arriver. Peu à peu, un portrait se dessine. En 2018, Tiphaine Véron a 36 ans. Elle vit à Poitiers où elle travaille comme auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants autistes ou en situation de handicap. Tous ceux qui la connaissent décrivent une femme discrète, réfléchie et autonome. Une personne méthodique qui préfère anticiper plutôt qu'improviser. Lorsqu'elle prend une décision, elle se renseigne. Lorsqu'elle organise un projet, elle le prépare avec soin. Lorsqu'elle voyage, rien n'est laissé au hasard. Cette rigueur se retrouve dans l'organisation de son séjour au Japon. Ce voyage n'a rien d'une décision prise sur un coup de tête. Depuis plusieurs années, Tiphaine s'intéresse à la culture japonaise, à son histoire et à ses traditions. Découvrir le Japon est un projet qu'elle nourrit depuis longtemps. Avant son départ, son itinéraire est soigneusement organisé. Ses hébergements sont réservés. Ses principales étapes sont définies. Elle sait ce qu'elle souhaite visiter et dans quel ordre. Pour les enquêteurs, ces éléments sont importants. Dans une disparition, connaître le programme prévu permet souvent d'identifier le moment où les événements cessent de suivre leur déroulement normal. Plus un voyage est organisé avec précision, plus il devient facile de repérer ce qui ne l'était pas. Au cours des premières investigations, un autre élément retient rapidement leur attention. Tiphaine est atteinte d'épilepsie sévère depuis l'enfance. Cette information ne permet évidemment pas d'expliquer sa disparition. En revanche, elle fait partie des premiers points que les enquêteurs doivent examiner. Selon les informations rendues publiques par sa famille, cette maladie ne l'empêche pas de mener une vie pleinement autonome. Elle travaille, elle voyage seule, elle mène les projets qu'elle s'est fixés. Les enquêteurs doivent néanmoins vérifier si un malaise a pu survenir. Son traitement a-t-il été correctement suivi? Une crise a-t-elle pu jouer un rôle? À ce stade, aucune réponse ne permet de privilégier un scénario plutôt qu'un autre. Les faits devront répondre à ces questions.
Les auditions permettent également d'établir un autre point important. Rien ne laisse penser que Tiphaine envisageait de disparaître volontairement. Bien au contraire. Ses proches décrivent une femme heureuse de réaliser enfin un voyage qu'elle attendait depuis des années. Aucun comportement inhabituel n'est signalé avant son départ. Aucun message ne laisse entrevoir une volonté de rompre avec sa vie ou avec son entourage. Au terme de ces premières vérifications, une image cohérente se dégage. Celle d'une femme organisée, autonome, prudente, qui s'apprête à vivre le voyage qu'elle préparait depuis longtemps. Rien dans son parcours ne laisse présager ce qui va suivre. Car quelques jours plus tard, au cœur d'une ville touristique japonaise, cette préparation minutieuse ne suffira plus à empêcher l'inexplicable. Une seule question demeure. Comment un séjour organisé avec autant de soin a-t-il pu basculer sans laisser la moindre trace? Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord comprendre le lieu où elle se déroule, car toutes les villes ne racontent pas la même histoire. Lorsque Tiphaine prépare son voyage au Japon, plusieurs étapes figurent sur son itinéraire. L'une d'entre elles occupe une place particulière, Nikko. Située à environ 150 km au nord de Tokyo, au cœur des montagnes de la préfecture de Tochigi, cette ville est l'une des destinations culturelles les plus célèbres du Japon. Chaque année, plusieurs millions de voyageurs, japonais comme étrangers, viennent y découvrir ses sanctuaires, ses temples et les paysages naturels qui l'entourent. Le site le plus emblématique est le sanctuaire Toshogyu. Considéré comme l'un des monuments les plus prestigieux du Japon, il est inscrit avec les autres sanctuaires et les temples de Nikko au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Mais réduire Nikko à son patrimoine historique serait trompeur. À quelques centaines de mètres seulement des sites les plus fréquentés, le paysage change radicalement. Les rues animées laissent place à une forêt dense, les sentiers deviennent plus escarpés, le relief se fait plus accidenté, plus loin s'étendent le lac Shujanzi, la cascade de Kegon et le parc national de Nikko. Un territoire immense où alternent montagnes, rivières, ravins et zones boisées. Ce contraste entre des lieux très fréquentés et une nature beaucoup plus isolée prendra rapidement une importance particulière dans l'enquête. Car Nikko présente deux visages. Le premier est celui que découvrent les touristes, une ville vivante, très fréquentée, organisée autour des principaux sites historiques. Le second apparaît dès que l'on s'éloigne des circuits les plus empruntés. En quelques minutes de marche, l'environnement devient beaucoup plus calme, les témoins se font plus rares, la nature reprend sa place. Cette proximité entre des lieux très fréquentés et des secteurs beaucoup plus isolés jouera un rôle central dans les investigations. À la fin du mois de juillet 2018, lorsque Tiphaine arrive sur place, la saison touristique bat son plein. Dès les premières heures de la matinée, les autocars déposent des groupes de visiteurs près du mont Shikyo. Les allées conduisant au sanctuaire s'animent progressivement, les commerces ouvrent leurs portes, les guides commencent leur visite. Tout semble suivre le rythme habituel d'une journée d'été. Pour une voyageuse passionnée par la culture japonaise, cette étape constitue un passage presque incontournable. Rien dans ce décor ne laisse imaginer qu'une personne puisse disparaître sans laisser la moindre trace. Et pourtant, c'est ici que la présence de Tiphaine Véron est établie pour la dernière fois avec certitude. À partir de cet instant, chaque rue, chaque sentier, chaque témoignage, chaque minute va devenir une pièce du dossier. Car dans cette affaire, le décor n'est pas un simple arrière-plan. Il fait partie intégrante de l'enquête. À l'été 2018, Tiphaine Véron réalise enfin un rêve qu'elle nourrit depuis plusieurs années, le Japon. Depuis son arrivée, son voyage se déroule exactement comme elle l'avait imaginé. Elle découvre les lieux qu'elle avait soigneusement sélectionnés avant son départ. Elle prend le temps de visiter, de photographier, d'observer et, comme elle en a l'habitude, échange régulièrement avec sa famille restée en France. À ce stade, aucun élément ne laisse présager que ce séjour va connaître une issue dramatique. Tout indique, au contraire, que son voyage se déroule exactement comme prévu. Le samedi 28 juillet 2018, Tiphaine arrive à Nikko. Conformément à son itinéraire, elle s'installe au Turtle INN Nikko,
un petit hôtel situé à quelques minutes de marche des principaux sanctuaires. L'établissement accueille essentiellement des voyageurs venus découvrir les richesses culturelles de la région. Pour le personnel, Tiffen est une cliente parmi tant d'autres. Elle s'enregistre, prend possession de sa chambre, puis ressort rapidement profiter de la fin de journée. Les heures qui suivent sont relativement bien documentées. Plusieurs témoins la croisent dans différents secteurs de la ville. Elle découvre les premiers sites qu'elle souhaite visiter, profite des environs avant de regagner son hôtel en fin de journée. Rien dans son attitude n'attire particulièrement l'attention. Elle dîne, prépare vraisemblablement son programme pour le lendemain, puis passe la nuit au Turtle INN. Avec le recul, cette soirée prend une importance toute particulière. C'est la dernière dont le déroulement peut être retracé avec une relative précision. Revenons maintenant au dimanche 29 juillet 2018. Tiffen se réveille pour ce qui va être une nouvelle journée de découverte. Avant de quitter sa chambre, elle y laisse une partie de ses effets personnels. Sa valise reste ouverte, des vêtements demeurent sur place, son passeport n'est pas emporté, son traitement contre l'épilepsie reste également dans sa chambre. Sur le moment, rien de tout cela ne paraît inhabituel. Pour une personne qui prévoit de revenir quelques heures plus tard, cette situation est tout à fait normale. Tiffen descend ensuite prendre son petit déjeuner, puis quitte le Turtle INN pour commencer sa journée. À cet instant, tout semble encore suivre le cours prévu. Personne ne peut imaginer que cette sortie sera la dernière dont le point de départ est connu avec certitude. Quelques heures plus tard, policiers, magistrats et experts tenteront de reconstituer chacun de ces déplacements. Chaque témoignage, chaque horaire, chaque image, chaque minute, car c'est à partir de cette matinée que les certitudes vont progressivement laisser place aux interrogations. Le dimanche 29 juillet 2018 commence comme n'importe quelle autre journée de vacances. Pour Tiffen Véron, cette matinée ne doit être qu'une nouvelle journée de découverte. Pour les enquêteurs, elle devient l'une des matinées les plus minutieusement reconstituées de toute l'affaire. À ce stade de l'enquête, les certitudes sont encore peu nombreuses. Les policiers savent où Tiffen a passé la nuit. Ils savent dans quel hôtel elle séjourne et ils disposent de quelques repères chronologiques qui serviront de point de départ à toute l'enquête. Dans une disparition, ces repères sont essentiels. Lorsque les témoignages se contredisent et que les hypothèses se multiplient, ils deviennent les points d'appui sur lesquels les enquêteurs tentent de reconstruire les faits. La première de ces certitudes est une photographie. À 8h41, un client du Turtle INN, Nico, prend une photo de la salle du petit déjeuner. Son intention n'est évidemment pas de photographier Tiffen. Elle apparaît simplement à l'arrière-plan, assise seule à une table. À première vue, cette photo ne présente rien d'exceptionnel. Elle montre simplement une voyageuse prenant son petit déjeuner avant de partir découvrir la ville. Ce n'est qu'après sa disparition que cette image prendra une importance considérable, car il s'agit de la dernière photographie datée montrant avec certitude Tiffen vivante. À cet instant, personne n'imagine encore qu'elle sera analysée pendant des années. Les enquêteurs examineront l'heure exacte, la disposition de la salle, l'emplacement de Tiffen, les personnes présentes autour d'elle. Chaque détail prendra une importance nouvelle après sa disparition. Une fois son petit déjeuner terminé, plusieurs témoignages indiquent que Tiffen regagne sa chambre. Lorsque les enquêteurs y pénètrent quelques jours plus tard, ils découvrent une scène qui ressemble à celle de milliers de voyageurs partis visiter une ville avant de revenir en fin de journée. Sa valise est restée ouverte, des vêtements sont encore dans la chambre, son passeport est toujours sur place, son traitement contre l'épilepsie également. Pris séparément, aucun de ces éléments n'explique sa disparition. En revanche, mis bout à bout, il suggère que Tiffen comptait revenir au Turtle INN. Pendant longtemps, la suite de la chronologie paraît relativement simple. Le gérant de l'établissement déclare avoir vu Tiffen quitter l'hôtel aux alentours de 10h30. Cette déclaration devient rapidement le premier véritable repère de l'enquête. Elle paraît cohérente. Depuis son arrivée au Japon, Tiffen quitte chaque matin son hébergement pour visiter les sites qu'elle a prévus avant de rentrer en fin de journée. Les policiers n'ont donc aucune raison de remettre ce témoignage en question. Pendant plusieurs années, toute la chronologie repose sur cette heure de départ supposée. Les premières recherches sont organisées en conséquence. Si Tiffen est sortie de l'hôtel vers 10h30, alors elle se trouve probablement quelque part dans Nico.
Les équipes concentrent leurs recherches autour des sanctuaires, des rues du centre historique, des itinéraires empruntés par les touristes, puis des secteurs situés à proximité de la rivière Daïa. À ce moment-là, les enquêteurs sont convaincus de travailler à partir d'une chronologie fiable, mais plusieurs années plus tard, l'enquête prendra une direction inattendue. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en France, les magistrats décident de réexaminer les données numériques laissées par Tiphaine. Parmi les expertises réalisées figure notamment une analyse confiée à la demande de la famille à la société suisse Estia.ai, spécialisée dans l'exploitation des données numériques. Selon les conclusions présentées par ces experts, les informations techniques recueillies seraient difficilement compatibles avec un départ de l'hôtel aux alentours de 10h30. Le téléphone de Tiphaine semble rester actif et connecté au réseau Wi-Fi du Turtle INN jusqu'à environ 11h40. Si cette analyse est exacte, cela signifie que le premier repère chronologique utilisé pendant plusieurs années pourrait être erroné. L'écart n'est plus de quelques minutes, il dépasse 1 heure. Et dans une enquête de disparition, 1 heure peut modifier la compréhension de toute une matinée. Toutefois, cette analyse ne permet pas d'affirmer que Tiphaine se trouvait encore dans sa chambre à 11h40. Elle ne démontre pas non plus qu'elle n'avait pas quitté l'hôtel. Les données techniques ne permettent pas à elles seules d'établir une certitude. Elles montrent uniquement que l'activité connue du téléphone paraît difficilement compatible avec la chronologie retenue ce jour-là. Cette nuance est essentielle. À ce jour, ces analyses n'ont pas donné lieu à des conclusions judiciaires publiques validant définitivement cette interprétation. Elles constituent un élément d'analyse supplémentaire qui conduit les magistrats français à réexaminer avec une attention particulière le déroulement de cette matinée. À partir de cet instant, une question devient centrale. Et si l'heure du départ de Tiphaine n'était pas celle retenue depuis le début de l'enquête? Si cette hypothèse est exacte, même en partie, les conséquences sont considérables, car toute la chronologie construite depuis 2018 repose sur un premier événement, la sortie de l'hôtel. Modifier ce premier repère, c'est potentiellement modifier tout ce qui suit, les témoignages, les horaires, les déplacements supposés, et même les secteurs dans lesquels les premières recherches ont été concentrées. Les magistrats français ne cherchent donc plus seulement à comprendre ce qui est arrivé à Tiphaine. Ils cherchent d'abord à répondre à une autre question. La chronologie retenue depuis le premier jour est-elle réellement la bonne? Pour y répondre, il faut reprendre cette matinée depuis le début, minute par minute. Et c'est précisément ce réexamen qui va conduire l'enquête à prendre une direction nouvelle. Jusqu'ici, les policiers cherchaient avant tout à reconstituer les derniers déplacements connus de Tiphaine. Désormais, une autre urgence s'impose, la retrouver. Au départ, rien ne laisse penser que la situation est exceptionnelle. Dans une ville touristique comme Nikko, il n'est pas rare qu'un voyageur modifie son programme ou rentre plus tard que prévu. Mais les heures passent, puis la nuit, et Tiphaine ne revient toujours pas au Turtle INN. Pour le personnel de l'hôtel, l'inquiétude grandit. Sa chambre, elle, n'a pas bougé depuis son départ. Pourtant, une décision prise dès les premières heures va profondément influencer la suite de l'enquête. La disparition de Tiphaine est alors traitée comme une disparition inexpliquée et les premières recherches s'orientent principalement vers l'hypothèse d'un accident. Ce choix n'est pas sans conséquence. Au Japon, tant qu'aucun élément ne laisse présumer la commission d'une infraction, les enquêteurs ne disposent pas des mêmes pouvoirs que dans le cadre d'une enquête criminelle. La chambre de Tiphaine n'est donc pas immédiatement traitée comme une véritable scène de crime. Une perquisition approfondie avec les moyens propres à une enquête criminelle n'est pas réalisée à ce stade et certaines investigations, notamment sur les lieux ou sur certaines données privées, ne peuvent être menées dans les mêmes conditions. Pour la famille, ces premières décisions auront des conséquences importantes sur la suite de l'enquête et alimenteront au fil des années de nombreuses interrogations. Commencent alors les recherches de terrain. Les premiers constats confirment rapidement une chose. Rien n'indique qu'elle avait prévu de quitter définitivement son hôtel. Les policiers commencent alors par les hypothèses les plus simples. Tiphaine s'est-elle trompée de train? A-t-elle été hospitalisée après un malaise? A-t-elle été victime d'un accident sans que son identité ne soit encore connue? Les hôpitaux de la région sont contactés. Aucun patient ne correspond à son signalement. Dans une disparition, les premières heures sont souvent déterminantes. Les enquêteurs savent que plus le temps passe,
plus les chances de retrouver une trace récente diminuent. Les recherches s'étendent rapidement au premier lieu qu'une voyageuse seule avait le plus de chances de fréquenter. Les sanctuaires, les rues du centre historique, les arrêts de bus, les gares, les itinéraires empruntés quotidiennement par les touristes. Mais malgré ces vérifications, le parcours de Tiphaine demeure impossible à reconstituer avec certitude après son départ supposé du Turtle INN. Aucun témoignage décisif n'émerge. Aucun élément matériel ne permet de prolonger sa trace. Face à cette impasse, les recherches changent progressivement d'échelle. À quelques centaines de mètres seulement des principaux sites touristiques, le paysage se transforme. Les rues laissent place à une forêt dense, les chemins deviennent plus étroits, certains longent des pentes abruptes, d'autres descendent jusqu'à la rivière Daïa, dont le courant peut être particulièrement puissant. Ce qui avait commencé autour des secteurs les plus fréquentés gagne progressivement les zones les plus difficiles d'accès. Pour les équipes de secours, chaque secteur doit être exploré avec méthode. Les sentiers sont parcourus, les sous-bois sont inspectés, les berges de la rivière sont fouillées, les secteurs les plus escarpés sont vérifiés. Les moyens engagés augmentent progressivement. Policiers, pompiers, secouristes, bénévoles, guides connaissant parfaitement la région, tous poursuivent le même but, retrouver la moindre trace du passage de Tiphaine. Un effet personnel, un objet égaré, ou le moindre indice permettant de comprendre ce qui s'est passé. Chaque journée qui passe réduit un peu plus les chances de retrouver une trace récente de son parcours. Pourtant, les recherches se poursuivent. Aucun indice ne permet de réduire le périmètre des fouilles. Aucune découverte ne permet de faire progresser l'enquête. Rien ne permet de confirmer où Tiphaine s'est rendue après cette matinée. Très vite, cette absence de résultats devient elle-même un élément de l'enquête. Car dans la plupart des disparitions survenues en milieu naturel, les recherches permettent généralement de retrouver au moins un premier indice. Une empreinte, un objet abandonné, un fragment de vêtement ou simplement une trace confirmant le passage de la personne recherchée. Ici, aucune découverte ne permet d'orienter les recherches. Les opérations se poursuivent durant plusieurs jours, puis les semaines commencent à s'écouler, et l'enquête semble se heurter à un vide absolu. Les certitudes s'effacent progressivement. Les enquêteurs sont contraints d'élargir le champ de leur hypothèse. Il ne s'agit plus seulement de retrouver Tiphaine, il faut désormais comprendre pourquoi, malgré l'ampleur des recherches engagées, aucune trace de son parcours n'a pu être mise à jour. Les recherches de terrain se poursuivent, mais elles ne suffisent plus à expliquer cette disparition. Face à cette absence de réponse, une autre mobilisation est sur le point de commencer, celle de la famille de Tiphaine. Les jours deviennent des semaines, puis les semaines deviennent des mois. Et malgré l'ampleur des recherches menées autour de Nico, aucune trace de Tiphaine n'est retrouvée. Pour sa famille, l'incompréhension laisse progressivement place à une autre inquiétude. Et si certains éléments de l'enquête étaient passés inaperçus? Depuis la France, ses proches refusent de considérer cette disparition comme un dossier parmi tant d'autres. Ils veulent savoir ce qui est arrivé à Tiphaine, comprendre les investigations déjà menées et identifier les questions qui demeurent sans réponse. Très rapidement, la famille décide de s'impliquer personnellement dans le suivi de l'enquête. Un rôle va devenir central, celui de son frère, Damien Véron. Alors que les mois passent sans avancée décisive, il multiplie les démarches afin de maintenir l'attention autour de la disparition de sa sœur. Ils échangent avec les autorités françaises, avec les autorités japonaises, avec les enquêteurs, avec les magistrats. Chaque nouvelle information est vérifiée, chaque document est recoupé, chaque piste est transmise. Peu à peu, la famille constitue son propre dossier, un travail considérable. Articles de presse, documents judiciaires, photographies, cartes, chronologie, témoignages. Au fil des années, cette documentation devient un véritable outil d'investigation, permettant de suivre l'évolution de l'enquête et de confronter les nouveaux éléments aux investigations déjà réalisées. Mais un obstacle apparaît rapidement. L'affaire se déroule au Japon, un pays dont les procédures judiciaires, les méthodes d'enquête et les relations avec les familles diffèrent sensiblement de celles pratiquées en France. Cette différence ne signifie pas que les autorités japonaises cessent d'enquêter. En revanche, elle complique parfois les échanges, l'accès à certaines informations et la compréhension mutuelle entre les différents acteurs du dossier. Ces différences de procédure auront des conséquences importantes sur la suite de l'enquête. À Nico, certaines images de vidéosurveillance
ne sont conservés que pendant une durée limitée. Selon la famille, lorsque les premières réquisitions sont finalement effectuées, plusieurs enregistrements ont déjà été effacés. Les proches estiment également que le temps écoulé avant certaines investigations a retardé l'exploitation de certaines données techniques, notamment celle du téléphone de Tiphaine, réduisant les possibilités de reconstituer avec précision ces derniers déplacements. Pour la famille, ces premières heures ont été déterminantes et leurs conséquences continuent encore aujourd'hui de peser sur l'enquête. Face à ces difficultés, la famille décide de poursuivre ses démarches en France. Pour l'accompagner, elle fait appel à Corinne Herman, avocate spécialisée dans les disparitions non résolues et les cold cases. Avec son concours, une information judiciaire est ouverte en France. Les magistrats français peuvent alors engager leur propre investigation, ordonner de nouvelles expertises et réexaminer certains éléments du dossier à la lumière des informations recueillies depuis 2018. Pour les proches de Tiphaine, cette décision représente un tournant. Après plusieurs années d'attente, une nouvelle dynamique s'installe. L'enquête ne repart pas de zéro, mais certaines certitudes vont désormais être confrontées aux faits. Parallèlement, la famille choisit également de maintenir l'affaire dans l'espace public. Elle sollicite les médias, accorde de nombreuses interviews, lance des appels à témoins, diffuse des avis de recherche en plusieurs langues. Son objectif est simple, faire en sorte que personne n'oublie Tiphaine. Au fil des années, ce combat dépasse progressivement le seul cadre judiciaire. Damien Véron et sa sœur décident de raconter cette quête de vérité dans un ouvrage intitulé « Tiphaine, où es-tu ?» Ils y retracent les nombreuses démarches entreprises depuis la disparition de Tiphaine, les difficultés rencontrées et les questions qui demeurent encore aujourd'hui sans réponse. Leur objectif est double. Faire reconnaître cette disparition et rappeler que, tant que la vérité n'est pas établie, l'enquête ne doit jamais tomber dans l'oubli. Cette médiatisation permet de maintenir l'affaire dans l'espace public, mais elle entraîne également des conséquences plus difficiles. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses hypothèses circulent. Certaines reposent sur des éléments connus du dossier, d'autres révèlent de la spéculation. Au fil des années, plusieurs personnes sont publiquement mises en cause, sans qu'aucun élément ne permette d'étayer ces accusations. La famille appelle alors à la plus grande prudence. Son objectif n'est pas de désigner un coupable, il est de comprendre ce qui est arrivé à Tiphaine en s'appuyant uniquement sur des faits vérifiés. Pendant que cette mobilisation se poursuit, l'information judiciaire française continue d'évoluer. Chaque témoignage, chaque horaire, chaque donnée technique, chaque hypothèse, tout est réexaminé avec la même exigence. Une question finit alors par s'imposer. Quel scénario explique réellement la disparition de Tiphaine Véron ? À partir de ce moment, les enquêteurs ne cherchent plus seulement des réponses. Ils cherchent à déterminer quelle hypothèse résiste le mieux à l'ensemble des faits établis. La première paraît à première vue la plus évidente, celle de l'accident. Après plusieurs années d'enquête, un constat s'impose. Les recherches de terrain, les investigations menées en France, comme au Japon, et les nombreuses expertises réalisées depuis 2018 ont permis de faire progresser le dossier. Mais elles n'ont jamais permis d'établir avec certitude ce qui est arrivé à Tiphaine. Pour tenter de comprendre sa disparition, les enquêteurs vont examiner plusieurs scénarios. Le premier est aussi le plus évident, l'accident. Lorsqu'un voyageur disparaît dans une région montagneuse, cette hypothèse est presque toujours envisagée en priorité. Et dans le cas de Tiphaine, plusieurs éléments semblent d'abord aller dans ce sens. Nico est entouré d'un relief particulièrement accidenté. À quelques centaines de mètres seulement des principaux sites touristiques, commencent des forêts denses, des sentiers escarpés et de nombreux cours d'eau. La rivière Daïa traverse une partie de la ville avant de s'engager dans des secteurs où le courant peut devenir particulièrement puissant. Chaque année, les services de secours interviennent dans cette région pour retrouver des randonneurs blessés, désorientés ou victimes de chutes. Dans un tel environnement, l'hypothèse d'un accident apparaît donc parfaitement crédible, d'autant que Tiphaine voyage seule. Comme beaucoup de visiteurs, elle découvre une région qu'elle ne connaît pas. Une erreur d'orientation, une glissade, un malaise ou une chute, il suffit parfois de quelques secondes pour qu'un accident survienne dans ce type de terrain. C'est pourquoi les enquêteurs privilégient naturellement cette possibilité dans les premiers temps de l'enquête. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, d'importants moyens sont déployés pour explorer les secteurs où Tiphaine aurait pu se rendre.
L'objectif est simple. Déterminer si un accident a pu se produire et surtout retrouver le moindre indice permettant de le confirmer. Pourtant, malgré l'ampleur des recherches, aucune découverte ne vient étayer cette hypothèse. Un élément vient pourtant alimenter l'hypothèse de l'accident, la découverte d'un foulard près de la rivière Daïa. Dans un premier temps, cette découverte semble conforter cette piste, mais la famille ne reconnaît pas cet accessoire. Les analyses réalisées plus tard confirmeront que rien ne permet d'établir un lien entre cet objet et Tiphaine. Pour ses proches, cet épisode illustre les raisons pour lesquelles les premières orientations de l'enquête continuent encore aujourd'hui de susciter des interrogations. Aucun effet personnel, aucune empreinte, aucun objet abandonné, aucun élément permettant de localiser avec certitude le parcours emprunté par Tiphaine après son départ supposé de l'hôtel. Cette absence d'indices ne permet évidemment pas d'écarter l'hypothèse de l'accident, mais elle conduit progressivement les enquêteurs à s'interroger, car dans la plupart des disparitions survenues en milieu naturel, les recherches finissent généralement par révéler au moins un premier indice, une trace de passage, un effet personnel ou un élément orientant les secours vers une zone précise. Ici, rien ne permet d'orienter les recherches avec certitude. À cela s'ajoute une autre difficulté. Plusieurs années après les faits, les analyses numériques réalisées dans le cadre de l'information judiciaire française conduisent les magistrats à réexaminer la chronologie du 29 juillet. Si l'heure de départ retenue depuis le début de l'enquête est elle-même remise en question, il devient également plus difficile de déterminer quel secteur aurait dû être exploré en priorité. Autrement dit, même le point de départ des recherches fait désormais l'objet de nouvelles interrogations. Ce constat ne démontre pas qu'un accident est impossible, mais il rappelle que cette hypothèse repose sur une chronologie qui continue d'être discutée. Au terme de cette analyse, une conclusion s'impose. L'accident demeure une hypothèse crédible. Le relief de Nico, la configuration du terrain et la disparition soudaine de Tiphaine sont compatibles avec un tel scénario. En revanche, cette hypothèse ne permet pas à elle seule d'expliquer l'ensemble des faits connus. Elle n'explique pas davantage pourquoi aucune trace matérielle n'a été retrouvée malgré les recherches entreprises. Autrement dit, elle répond à certaines questions, mais elle en laisse d'autres entièrement ouvertes. C'est précisément pour cette raison que les enquêteurs vont également examiner une autre possibilité, une hypothèse très différente, celle de la disparition volontaire. Si l'hypothèse de l'accident ne permet pas d'expliquer l'ensemble des éléments connus, une autre possibilité doit être examinée, celle d'une disparition volontaire. Dans toute enquête portant sur une disparition, ce scénario fait partie des hypothèses étudiées dès les premiers jours. Certaines personnes choisissent de quitter volontairement leur environnement, de rompre avec leur quotidien ou de disparaître sans prévenir leurs proches. Les enquêteurs ne peuvent donc pas écarter cette possibilité sans l'avoir examinée, avec la même rigueur que les autres. Dans le dossier Tiphaine Véron, plusieurs vérifications sont entreprises dans ce sens. Les mouvements bancaires sont étudiés, les moyens de paiement sont analysés, les communications connues sont examinées, les éventuels déplacements effectués après le 29 juillet sont recherchés. L'objectif est simple, déterminer si Tiphaine a pu organiser volontairement son départ. À première vue, certains éléments pourraient laisser cette possibilité ouverte. Tiphaine voyage seule. Elle se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de la France. En théorie, une personne peut modifier son itinéraire ou prolonger son séjour sans prévenir immédiatement son entourage. Mais cette hypothèse se heurte rapidement à plusieurs difficultés. Les enquêteurs examinent d'abord les éléments matériels déjà recueillis. Ce qu'ils ont constaté dans la chambre de Tiphaine prend alors tout son sens. Personne ne quitte durablement un pays en laissant derrière lui son passeport. Pas davantage un traitement médical indispensable à son quotidien. Ces constatations ne démontrent pas à elles seules qu'une disparition volontaire est impossible. En revanche, elles apparaissent difficilement compatibles avec un départ préparé et assumé. Les enquêteurs s'intéressent ensuite à sa situation personnelle. Les témoignages recueillis auprès de ses proches décrivent une femme appréciée, organisée et très attachée à sa famille. Aucun d'entre eux ne fait état d'un conflit majeur, d'un projet de rupture ou d'un comportement laissant présager une volonté de disparaître. Les investigations ne s'arrêtent pas au premier jour de l'enquête. Au fil des mois, les relevés bancaires sont de nouveau passés au crible.
Les documents d'identité font l'objet de nouvelles vérifications. Les signalements susceptibles de correspondre à Tiphaine sont systématiquement examinés. Mais là encore, aucune piste ne permet de confirmer qu'elle aurait poursuivi volontairement son voyage ou quitté discrètement le Japon. Une disparition volontaire ne peut jamais être totalement exclue. C'est un principe de prudence appliqué dans toute enquête portant sur une personne disparue. Mais une hypothèse ne peut être retenue que si elle est soutenue par des éléments concrets. Or, dans le dossier Tiphaine Véron, aucun fait objectivement vérifié ne vient étayer ce scénario. Au terme de cette analyse, une conclusion s'impose. Rien dans les éléments actuellement connus ne démontre que Tiphaine ait choisi de disparaître volontairement. Cette hypothèse demeure donc théoriquement possible, mais elle apparaît difficilement compatible avec les faits établis. Elle n'explique ni les constatations effectuées dans sa chambre, ni l'absence de toute activité bancaire, administrative ou téléphonique connue après le 29 juillet, ni le silence absolu observé depuis la disparition. Les enquêteurs poursuivent donc leur raisonnement. Si l'accident ne permet pas d'expliquer l'ensemble des faits, et si un départ volontaire ne trouve aucun véritable appui dans les éléments connus, alors une dernière possibilité doit être examinée avec la même rigueur, l'intervention d'un tiers. Après plusieurs années d'enquête, une réalité s'impose. Malgré les recherches menées au Japon, malgré les investigations conduites en France, malgré les expertises réalisées au fil des années, personne ne sait avec certitude ce qui est arrivé à Tiphaine Véron. L'hypothèse d'un accident a été longuement étudiée. Celle d'une disparition volontaire a elle aussi fait l'objet de nombreuses vérifications. Aucune n'a pu être confirmée. Les enquêteurs sont alors conduits à examiner une troisième possibilité, l'intervention d'un tiers. Avant d'aller plus loin, une précision est indispensable. Dans le langage judiciaire, cette expression ne signifie pas qu'un crime a été commis. Elle désigne simplement la possibilité qu'une autre personne ait pu jouer un rôle, volontairement ou non, dans la disparition. À ce jour, aucune preuve ne permet d'affirmer que Tiphaine Véron a été victime d'un homicide. Aucun suspect n'a été identifié. Aucune mise en examen n'a été prononcée. Aucun élément matériel ne permet de désigner une personne en particulier. Cette hypothèse ne constitue donc pas une conclusion. Elle est étudiée parce que, comme toutes les autres, elle doit être confrontée aux faits. Pourquoi cette possibilité continue-t-elle malgré tout d'être examinée ? Parce que plusieurs éléments interrogent encore les enquêteurs. Le premier est l'absence totale de traces. Comme nous l'avons vu, d'importants moyens ont été engagés dès le premier jour. Les secteurs touristiques ont été explorés, les sentiers ont été parcourus, les sous-bois ont été inspectés, les berges de la rivière Daya ont été fouillées, les zones les plus escarpées ont été vérifiées. Aucune découverte ne permet d'établir avec certitude le parcours suivi par Tiphaine après son départ de l'hôtel. Ni effet personnel, ni empreinte, ni objet abandonné. Cette absence ne démontre évidemment pas l'intervention d'un tiers, mais elle constitue une difficulté majeure pour les enquêteurs. Dans de nombreuses disparitions, même lorsque aucun corps n'est retrouvé, les investigations finissent souvent par relever un indice. Une chaussure, un bijou, un fragment de tissu ou simplement une trace attestant du passage de la personne recherchée. Ici, cette continuité disparaît brutalement, comme si le parcours de Tiphaine s'arrêtait net. Le second élément concerne le lieu de sa disparition. À première vue, Nikko semble peu compatible avec un tel scénario. Chaque année, plusieurs millions de visiteurs parcourent ces sanctuaires et ses principaux sites touristiques. Les rues sont animées, les commerces accueillent un flux constant de visiteurs, les autocars se succèdent tout au long de la journée. Dans un environnement aussi fréquenté, il paraît difficile d'imaginer qu'une personne puisse disparaître sans attirer l'attention. Mais cette image ne reflète qu'une partie de la réalité. Comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, il suffit parfois de s'éloigner de quelques centaines de mètres des principaux itinéraires touristiques pour que l'environnement change complètement. Les rues deviennent plus calmes, les habitations se raréfient, les chemins s'enfoncent progressivement dans la forêt, le relief devient plus accidenté. Certains secteurs ne sont fréquentés que par quelques randonneurs, d'autres restent pratiquement déserts pendant des heures. Cette configuration conduit naturellement les enquêteurs à envisager une possibilité supplémentaire. Et si Tiphaine avait croisé le chemin d'une autre personne ? Il ne s'agit pas d'imaginer un scénario, encore moins de désigner un responsable, mais simplement d'examiner toutes les situations compatibles avec les faits connus.
une demande de renseignement, une conversation engagée par hasard, une proposition d'aide, un échange entre deux voyageurs ou toute autre interaction apparemment anodine. Chaque jour, des milliers de touristes vivent ce type de rencontre sans le moindre incident. Mais lorsqu'une disparition demeure inexpliquée, les enquêteurs doivent également envisager que l'une de ces interactions ait pu constituer le dernier événement connu avant la disparition. À ce stade, aucune catégorie de personnes n'est privilégiée. Il peut s'agir d'un autre touriste, d'un habitant, d'un automobiliste, d'un promeneur ou de toute personne présente dans le secteur ce dimanche-là. L'objectif n'est pas de construire une théorie. Il est de vérifier si un événement extérieur permettrait d'expliquer les faits mieux que les autres hypothèses étudiées jusqu'ici. Au fil des années, cette réflexion prend une importance nouvelle. Non pas parce qu'une preuve décisive apparaît, mais parce que la famille de Tiphaine refuse de considérer le dossier comme définitivement figé. Elle reprend les procès-verbaux, étudie les cartes, compare les horaires, retourne au Japon, échange avec les habitants, rencontre les journalistes, consulte les spécialistes. Chaque déplacement poursuit le même objectif, reprendre l'enquête depuis le début, avec une question simple. Et si un détail avait échappé aux premières investigations? Cette démarche conduit progressivement la famille à s'intéresser au contexte dans lequel la disparition s'est produite. Comment se présente réellement la région de Nikko? Quels faits divers s'y sont déroulés au fil des années? Existe-t-il d'autres affaires susceptibles d'apporter un éclairage sur certains aspects du dossier? Ces questions ne cherchent pas à établir un lien à tout prix. Elles répondent à une logique d'enquête. Comprendre l'environnement dans lequel une disparition survient permet parfois de mettre en évidence des éléments qui jusque-là n'avaient jamais été rapprochés. Les proches de Tiphaine rassemblent alors un nombre considérable de documents. Articles de presse japonais, archives locales, décisions de justice, reportages télévisés. Ils confrontent ces informations aux éléments déjà connus de l'enquête. Certaines retiennent leur attention, non pas parce qu'elles démontrent quoi que ce soit, mais parce qu'elles rappellent que, comme toute autre région, la préfecture de Tochigi a également connu des affaires criminelles. Des homicides, des disparitions et plusieurs découvertes de restes humains en milieu naturel. À chaque nouvelle affaire portée à leur connaissance, les mêmes vérifications sont entreprises. Les enquêteurs identifient les victimes, comparent les dates, les lieux, les circonstances et recherchent le moindre élément susceptible d'établir un rapprochement. À chaque fois, la conclusion est identique. Les personnes retrouvées sont identifiées. Aucun élément ne permet d'établir un lien avec la disparition de Tiphaine Véron. Cette succession de vérifications illustre le fonctionnement d'une enquête de longue durée. Aucune piste ne peut être écartée sans avoir été examinée, même lorsqu'elle paraît à première vue prometteuse. Au fil des années, une autre information attire également l'attention. Plusieurs touristes étrangers rapportent avoir été abordés à proximité des principaux sites de Nikko par un homme se présentant comme un guide. Selon leurs témoignages, cet individu engage facilement la conversation. Il propose son aide, offre parfois d'accompagner les visiteurs. Certains décrivent un comportement insistant, d'autres disent avoir ressenti un certain malaise. Ces témoignages sont transmis à la famille, puis portés à la connaissance des enquêteurs. Comme toutes les autres informations recueillies dans cette affaire, cette piste est examinée. Les vérifications nécessaires sont réalisées. Mais à ce jour, aucune ne permet de relier cet individu à la disparition de Tiphaine. Aucun témoin ne les a vus ensemble. Aucune image ne les montre en sa compagnie. Aucun élément matériel ne permet d'établir le moindre lien entre cet homme et les faits. Cette conclusion est importante. Elle rappelle qu'une piste ne devient jamais une preuve parce qu'elle paraît plausible. Elle doit être confirmée ou abandonnée. Au fil des années, d'autres témoignages, signalements et informations anonymes seront également examinés. Certains semblent crédibles, d'autres beaucoup moins. Tous sont néanmoins analysés, car les enquêteurs savent qu'une information en apparence anodine peut parfois permettre de faire progresser une affaire. Mais ils savent aussi que les disparitions non résolues attirent inévitablement les rumeurs, les spéculations, les faux témoignages, les rapprochements hasardeux. À mesure que l'affaire gagne en visibilité, ce phénomène s'accentue. Sur Internet, de nombreuses théories apparaissent. Certaines tentent d'établir un lien avec d'autres affaires criminelles. D'autres désignent des personnes sans le moindre élément de preuve. Pour la famille, ces accusations représentent une souffrance supplémentaire. Elles entretiennent parfois de faux espoirs et peuvent conduire à mettre en cause des personnes totalement étrangères à cette disparition.
C'est pourquoi les proches de Tiphaine rappellent régulièrement un principe essentiel. Une hypothèse ne vaut que si elle peut être démontrée. Tout le reste révèle de la spéculation. Cette distinction est fondamentale, car le rôle des enquêteurs n'est pas de retenir le scénario le plus spectaculaire, il est de retenir celui qui résiste le mieux aux faits. Et c'est précisément là que l'hypothèse d'une intervention d'un tiers atteint aujourd'hui ses limites. Elle permet d'expliquer certaines interrogations. L'absence totale de traces, l'interruption brutale de toute activité connue, la possibilité d'une rencontre dans un secteur plus isolé, mais aucune de ces observations ne constitue une preuve. À ce jour, aucun élément matériel ne confirme qu'une personne soit intervenue dans la disparition de Tiphaine Véron. Pour les magistrats comme pour les enquêteurs, cette nuance est essentielle. Le rôle des enquêteurs n'est pas de retenir le scénario qui paraît le plus convaincant. Il consiste à confronter chaque hypothèse aux faits établis. Et lorsque les preuves ne permettent pas de trancher, à reconnaître les limites de ce que l'on sait réellement. C'est précisément la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui cette enquête. L'intervention d'un tiers demeure une hypothèse de travail, ni plus ni moins. Elle ne peut être démontrée, mais elle ne peut pas davantage être définitivement écartée. Pour comprendre pourquoi cette affaire demeure, près de 8 ans plus tard, l'une des disparitions françaises les plus énigmatiques survenues à l'étranger, il faut désormais quitter le terrain des hypothèses et revenir à ce que les investigations permettent réellement d'affirmer aujourd'hui. Près de 8 ans après la disparition de Tiphaine Véron, le dossier continue d'évoluer. L'enquête n'est pas terminée. En France comme au Japon, les investigations se poursuivent chaque fois qu'un élément nouveau apparaît ou qu'une expertise mérite d'être réexaminée. Au fil des années, certaines certitudes retenues au début de l'enquête ont été remises en question. D'autres, en revanche, demeurent inchangées. Dans une affaire comme celle-là, une distinction est essentielle. Il existe une différence fondamentale entre un fait établi, une hypothèse de travail et une interprétation. Certaines s'appuient sur des éléments bien réels du dossier, d'autres reposent sur des extrapolations ou n'ont jamais été corroborées par les investigations. Pour comprendre où en est réellement cette enquête, il faut donc revenir aux faits, uniquement aux faits. L'un des développements les plus importants concerne la chronologie du dimanche 29 juillet 2018. Pendant plusieurs années, les enquêteurs se sont appuyés sur le témoignage du gérant du Turtle INN, qui situait le départ de Tiphaine aux alentours de 10h30. Cette heure a longtemps constitué le premier repère chronologique de toute l'enquête. Mais dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en France, plusieurs analyses techniques sont venues remettre cette chronologie en question. Parmi elles figure notamment une expertise réalisée à la demande de la famille par la société suisse Estia.ai, spécialisée dans l'analyse des données numériques. Selon les conclusions présentées par ces experts, le téléphone de Tiphaine aurait présenté une activité compatible avec une connexion au réseau Wi-Fi du Turtle INN jusqu'aux alentours de 11h40. Si cette analyse était confirmée par la justice, elle remettrait en cause le premier repère chronologique utilisé depuis le début de l'enquête. Autrement dit, le moment auquel Tiphaine aurait réellement quitté l'hôtel pourrait être différent de celui retenu pendant plusieurs années. Cette différence d'un peu plus d'une heure est loin d'être anodine. Elle modifierait leur constitution de ces derniers déplacements connus et pourrait conduire à réexaminer certains témoignages recueillis dès les premières heures de l'enquête. À ce jour, aucune décision judiciaire publique n'a définitivement validé cette interprétation. Elle constitue néanmoins un élément technique majeur, désormais intégré aux investigations menées en France. Un autre point a été également rendu public par la famille et ses conseils. Ils ont indiqué que des traces de sang avaient été relevées dans la chambre occupée par Tiphaine. Découvertes sur un mur et un meuble, elles concernent le dernier endroit où la présence de Tiphaine est établie avec certitude. La famille regrette toutefois qu'aucune analyse ADN plus approfondie n'ait été réalisée, les prélèvements ayant été considérés comme insuffisants pour permettre de nouvelles exploitations. À ce jour, aucune conclusion judiciaire publique n'a établi que ces traces sont liées à la disparition de Tiphaine. Elles demeurent néanmoins l'une des principales zones d'ombre du dossier. Une question demeure. Comment ces traces de sang se sont-elles retrouvées dans la chambre ? Un autre élément, relevé plusieurs années après les faits, retient également l'attention. Après avoir obtenu l'accès au rapport d'enquête de la police de Nikko, la famille découvre qu'en septembre 2018,
Des chiens pisteurs de la police japonaise auraient marqué une odeur derrière le Turtle INN, puis à proximité de plusieurs maisons abandonnées. Cette information n'avait jamais été rendue publique auparavant. Pour les proches de Tiffen, elle soulève de nouvelles interrogations sur le déroulement des premières recherches et sur certaines investigations menées à l'époque. À ce jour, aucune conclusion judiciaire publique n'a toutefois établi que ces traces seraient liées à sa disparition ou qu'elles révéleraient l'intervention d'un tiers. Là encore, il s'agit d'un élément débattu du dossier, pas d'un fait établi. Plus largement, la famille a exprimé au fil des années plusieurs interrogations concernant le déroulement des premières investigations. Ces interrogations portent notamment sur certains choix d'enquête, sur l'exploitation de plusieurs indices et sur la reconstitution de la chronologie. Elles s'inscrivent dans les démarches engagées afin d'obtenir de nouvelles investigations. Elles ne signifient pas pour autant que les autorités japonaises aient cessé d'enquêter, ni qu'une faute ait été judiciairement établie. De leur côté, les autorités japonaises n'ont jamais rendu public de conclusions définitives permettant d'expliquer la disparition de Tiffen Véron. Les premières investigations se sont largement concentrées sur l'hypothèse d'un accident, compte tenu de la configuration des lieux et des recherches menées dans les sections montagneuses. À ce jour, aucune communication officielle n'est toutefois venue établir avec certitude le scénario retenu ni annoncer la résolution de cette disparition. En parallèle, l'information judiciaire ouverte en France permet aujourd'hui de poursuivre l'examen du dossier sous un angle nouveau. Les expertises se poursuivent, les analyses sont réévaluées, chaque élément nouveau est confronté à l'ensemble des pièces déjà connues. C'est précisément ainsi que progressent les enquêtes les plus complexes, non pas en suivant une intuition, mais en réexaminant, parfois plusieurs années plus tard, des faits que l'on croyait définitivement établis. Dans les affaires de disparition, il arrive qu'un détail longtemps considéré comme secondaire prenne soudain une importance décisive. Un souvenir, une photographie, un témoignage, une donnée technique ou une information passée inaperçue. L'histoire judiciaire compte de nombreuses affaires résolues plusieurs années, parfois plusieurs décennies après les faits. Non pas parce qu'un nouvel élément est survenu, mais parce qu'un élément ancien a finalement été compris différemment. C'est précisément cette possibilité qui continue d'entretenir l'espoir de la famille de Tiffen. Depuis le 29 juillet 2018, ses proches n'ont jamais cessé de rechercher des réponses. Ils poursuivent leur échange avec les enquêteurs, rencontrent les magistrats, reviennent régulièrement au Japon, analysent les nouveaux éléments du dossier et encouragent toute personne susceptible de détenir une information, même ancienne, à se manifester. Car dans ce type d'affaires, le temps ne fait pas toujours disparaître la vérité. Il arrive parfois qu'il permette de la révéler. Au fil des années, cette disparition a dépassé le seul cadre de l'enquête judiciaire. Porté sans relâche par la famille de Tiffen, le dossier est progressivement devenu un sujet diplomatique entre la France et le Japon. Il a été évoqué à plusieurs reprises lors de rencontres entre le président de la République française et les premiers ministres japonais, une démarche particulièrement rare pour une affaire de disparition. Cette mobilisation témoigne de la détermination de la famille à poursuivre ce combat et à obtenir un jour les réponses qui lui manquent depuis le 29 juillet 2018. Malgré ces nouvelles expertises, malgré les investigations menées dans les deux pays, malgré cette mobilisation constante, une réalité demeure. Aucune explication ne permet à elle seule de rendre compte de l'ensemble des faits établis. Certaines certitudes ont été remises en question, de nouvelles expertises sont venues enrichir le dossier, mais le mystère, lui, reste entier. C'est précisément cette accumulation de questions sans réponse qui explique pourquoi l'enquête demeure ouverte. Et pourquoi la disparition de Tiffen Véron continue de mobiliser sa famille, les magistrats et tous ceux qui espèrent qu'un jour, un élément nouveau permettra enfin de comprendre ce qui s'est passé. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre cette affaire, vous pouvez vous aussi contribuer à maintenir cette disparition dans l'espace public. Partagez-la. Car plus une affaire reste connue, plus les chances qu'un témoin, un souvenir ou une information utile ressurgissant demeure réelle. Si vous souhaitez réagir, je vous invite également à le faire dans les commentaires. Vos échanges sont les bienvenus, à une condition essentielle. Ne désignez jamais une personne sans preuve. Ne reliez jamais une rumeur comme un fait établi. Dans une affaire aussi sensible,
Seules des informations vérifiées peuvent contribuer à faire progresser la recherche de la vérité. Les informations présentées dans ce documentaire correspondent à l'état public du dossier au moment de la réalisation. Si de nouveaux éléments venaient à être établis dans le cadre de l'information judiciaire française ou des investigations menées au Japon, ils pourraient naturellement conduire à réévaluer certaines analyses présentées ici. Le 29 juillet 2018, Tiffaine Véron est partie visiter une ville qu'elle rêvait de découvrir. Comme des milliers d'autres touristes ce matin-là, elle devait rentrer en France quelques jours plus tard. Elle n'est jamais revenue. Depuis ce dimanche d'été, sa famille n'a jamais cessé de chercher des réponses. Si vous détenez une information, aussi ancienne ou anodine vous paraisse-t-elle, elle peut encore avoir une réelle importance. Dans certaines enquêtes, ce sont précisément ces détails oubliés qui, des années plus tard, permettent de faire émerger la vérité. Près de 8 ans plus tard, une seule question demeure. Que s'est-il réellement passé ce 29 juillet 2018 ? Et peut-être quelque part, quelqu'un détient encore une partie de cette réponse.